avons donc été bien inspirés de choisir un tel thème pour cette série de colloques. Inspirer, c'est la vie même. Quoi de plus important que la vie? Inspirer, expirer, inspirer, expirer, et ce jusqu'à notre dernier souffle. Julien était sur les définitions psychologiques ou les définitions littéraires. Moi, je me suis aussi rappelé qu'il y avait une question très, très biologique autour de l'inspiration et l'expiration. Donc, inspirer, c'est une phase de la respiration, c'est faire entrer de l'air dans les poumons. Inspirer, c'est aussi provoquer chez autrui le mouvement de son corps, le mouvement de son âme. S'inspirer, c'est faire entrer en soi un souffle d'air émanant d'autrui. Alors, se pencher sur des figures inspirantes en éducation, pour moi, c'était juste un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Jamais seuls devant la vie, jamais seuls devant aussi le projet d'éduquer. Éduquer les jeunes et les moins jeunes. Jamais seuls devant le projet de nous éduquer mutuellement. Et ce, jusqu'à notre dernier souffle. Jamais seuls et jamais là les premiers surtout. Avec nos grandes intuitions, nos théories, nos projets, avec notre article du siècle qui peine à se terminer, mais changera la face de la science. Non, non, nous ne sommes jamais seuls. Alors que l'inspiration soit porteuse de révélations, qu'elle dévoile des secrets divins, des vérités cachées, ne m'est personnellement pas nécessaire. Qu'elle jette au vent ses notes de musique, qu'elle participe à la danse de la vie et des idées, c'est bien assez fort. Que l'inspiration nous vienne d'un être surnaturel, comme évoquait Julien tout à l'heure, ne m'est pas nécessaire non plus. Autrui sera bien assez grand. Nani gigantum humeris incidentes. Je n'ai jamais été très bonne en latin, mais voilà, c'est le philosophe Bernard de Chartres à qui on attribue cette belle métaphore des nains sur des épaules de géants et qui rappelle l'importance pour toute ambition intellectuelle de s'appuyer sur les travaux de celles et ceux qui les ont précédés, de s'en inspirer. Penser l'éducation et ses enjeux comme des nains et comme des naines qui se hissent sur des épaules de géants et de géantes, qui acceptent ainsi de se laisser porter pour jeter le regard plus loin. Des figures inspirantes en éducation, des hommes et des femmes, des êtres humains, donc complexes, donc imparfaits, contradictoires, et pourtant susceptibles d'éveiller, de réveiller, si besoin, dans le vaste flux du donner et du recevoir, la volonté, d'éveiller aussi l'intelligence de celles et ceux qui accepteront de se faire déranger par leur fulgurance autant que par leur fragilité. Alors, quand Rémi m'a sollicité pour cet exercice de style, le visage qui s'est imposé à moi m'a vraiment surprise. Mais j'ai décidé de faire avec et d'accepter le dérangement. Pourtant, je n'ai pas vu immédiatement le rapport avec la commande. Ce visage, c'était celui d'Anne Sylvestre, la chanteuse. Peut-être que le décès récent, à l'époque, de cette grande dame de la chanson française avait induit un biais. Peut-être était-ce une énième espièglerie de sa part de venir me chatouiller le cœur quand ce n'est pas le moment. Je précise, je ne l'ai jamais vue qu'en vrai, sur scène et de très loin, 2 fois, à l'Olympia en 98 et 20 ans plus tard pour ses 60 ans de chansons en 2018. Bon, ceci dit, il y a une dizaine d'écoles qui portent le nom d'Anne Sylvestre en France. C'est moins que les 167 écoles Françoise Dolto, c'est moins que les 643 écoles Jules Ferry, et beaucoup moins que les plus de 1000 écoles Notre-Dame de quelque chose. Mais cela ne doit pas être tout à fait dû au hasard. Ce n'est peut-être pas juste le caprice d'un maire ou d'une mère dont l'enfance aura été bercée de ses fabulettes. 18 albums, quand même. Ou dont la vie d'adulte aura croisé l'audace et la finesse qu'elle a glissée dans ses quelques 200, 300 chansons souvent moins connues. Alors pourquoi Anne Sylvestre? D'abord parce que ces mots ont soufflé dans mon enfance la liberté et l'ouverture, le plaisir de jouer avec de jolis mots. Ces fabulettes sont une véritable éducation musicale, lexicale, écologique. En jouant avec les mots et les animaux, elle nous permet d'apprendre d'eux, d'apprendre sur eux, comme dans Petit oiseau tombé du nid où elle chante. Personne ne te touchera, car si on faisait ça, ta mère ne te voudrait plus et tu serais perdu. On apprend beaucoup de choses. Les fabulettes transmettent aussi de la poésie et ouvrent grand les portes de l'imaginaire. Quand on demande à Anne Sylvestre pourquoi elle a commencé à écrire des chansons pour enfants, tôt dans sa carrière en fait, elle répond que c'est par plaisir d'abord, puis pour sa fille, et puis parce qu'elle voulait, et je reprends ces mots, retarder la crétinisation.
Elle l'a dit régulièrement d'ailleurs dans ses rares interviews. Et puis, elle dit aussi que c'est aux enseignants qu'elle pensait quand elle concoctait des albums thématiques. Au début, dit-elle, j'avais des amis instits qui me disaient « Ah, cette année, on voudrait faire le thème de la mer. Tu n'aurais rien ?» Alors, j'ai écrit « Les fabulettes marines ». Anne Sylvestre glisse dans ses chansons des petits messages, comme si de rien n'était. Dans Berceuse pour rêver, elle chante aux petites filles, aux petits garçons, qu'ils et elles pourront être demain marines ou marins, maçonnes ou maçons, bergères ou bergers, savantes ou savants, mais qu'ils ne feront pas la guerre et qu'ils ne seront pas soldats. Dans la chanson Nono, elle raconte cet enfant qui ne saute pas très haut, mais qui, pour les surrire, est costaud. Et elle fait dire aux enfants, nous, dans la classe, on se sent mieux s'il est heureux. Et qu'on le défendrait si quiconque s'en moquait. Et puis, il y a Café au lait, éloge de la diversité. Plus tard, les mots d'Anne Sylvestre ont soutenu l'éveil de mon féminisme, quand j'ai découvert ses chansons pour adultes à 20 ans. Alors, il y a Petit Bonhomme, le mari de Marivonne, pour ceux qui connaissent. Évidemment, c'était mon tube personnel dans les années 90, quand je jouais de la guitare tous les samedis. Alors, il y a l'histoire de Clémence, qui ne fait plus rien à la maison et ne s'en veut même pas. Et puis, non, non, tu n'as pas de nom. 2 ans avant la loi Veil. Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite, mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien de victimes. Et puis, il y a Une sorcière comme les autres, en 75, Frangine, qui défend la puissance transformatrice des solidarités féminines. Douce Maison, qui raconte de façon détournée un viol à travers une maison saccagée par une bande. Puis, La faute à Ève. Tout récemment, plus récemment, en tout cas, Juste une femme. En 2013, on est 1 an avant MeToo. Et c'est au sujet du petit monsieur, petit costard. Il n'y peut rien si ça l'excite. Et qu'est-ce qu'elle a, cette hypocrite? Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. D'ailleurs, Anne Sylvestre, qui n'aime pas du tout les étiquettes, qui n'aimait pas du tout les étiquettes, dit que celle de féministe est la seule qu'elle ne décollerait pas. Je suppose, dit-elle, que ça m'a freinée dans ma carrière, parce que j'étais l'emmerdeuse de service. Ma foi, c'était le prix à payer. La magnifique chanson Non, non, tu n'as pas de nom est à peine passée à la radio. Parfois, quand Gisèle Halimi le demandait. Et puis, les mots d'Anne Sylvestre, ils ont aussi accompagné ma tristesse quand j'ai chanté Quelque chose à vous dire aux funérailles de ma mère décédée beaucoup trop jeune. Alors, ces mots, je les ai fait écouter à mes amis, à mes enfants. Oui, oui, je suis de celles et de ceux qu'elle appelait tendrement dans une de ses chansons les rescapés des fabulettes. Mais surtout, des événements et l'attention que j'ai eue à ses propres mots m'ont bien fait comprendre qu'elle était tout sauf lisse. Un jour, elle refuse un peu brutalement de dédicacer à une amie un album pour enfants lors d'un concert pour adultes. D'ailleurs, elle refuse de chanter ses fabulettes en concert. Une autre fois, un ami chanteur amateur, assez doué, ma foi, lui fait un hommage en chanson dans un disque, il lui envoie, il lui écrit plusieurs fois et ne reçoit jamais de réponse à ses lettres enflammées de fans. Bon. Et puis on devine que quand elle chante, elle faisait la gueule, ça sent du vécu. Quand elle naquit, c'était déjà un bébé qui ne rigolait pas, et quand les autres nourrissons poussaient toutes sortes de sons, elle fronçait les sourcils et plissant d'un air indécis, son nez légué par un aïeul, elle faisait la gueule. Ah oui, ça c'est un truc son nez. On lui a souvent conseillé de le faire refaire et elle refusa. On lui dit aussi qu'elle avait sale caractère. Et puis elle s'est fâchée avec 2 maisons de disques avant de créer la sienne. Têtue, têtue, comme la tortue pour ceux qui connaissent. Mais là, elle ne se tait pas. Alors inspirante, oui, mais sainte, surtout pas. Et puis, j'ai découvert, comme tant d'autres, tardivement, ce pan de vie honteux qu'elle avait choisi de cacher si longtemps. J'ai mieux compris, tardivement, certaines chansons que je chantais pourtant si souvent. Elle attend d'avoir 60 ans, en 94, pour évoquer la première fois dans une chanson intitulée Roméo et Judith. Elle chante « J'ai souffert du mauvais côté dans mon enfance dévastée. Mais dois-je me sentir coupable? Et ce qui fut impardonnable et que je ne pardonne pas, pourquoi le rejeter sur moi ?» Et puis en 98, dans Les Ponts du Nord, elle évoque ses frères disparus. Elle écrira plus tard « Je n'arrive pas à me défaire, comment dire, d'une culpabilité. Ce n'est pas juste d'en vouloir aux enfants que nous étions. Mais je n'arrive pas non plus à trouver cela injuste, je le comprends. » Sa sœur cadette, Marie, elle, devient écrivaine. Son premier roman, publié en 1974, commence ainsi. Je suis née en 42. Je suis un enfant de la collaboration, du maréchal,
de Doriot, de la Wehrmacht et de l'antisémitisme dans Les Lauriers du lac de Constance, chronique d'une collaboration. Et oui, Marie Schex et Anne Sylvestre sont toutes les deux filles du bras droit de Jacques Doriot. Dans Bye Bye Mélanco, en 2007, elle chante la honte jusqu'au bout. On porte son grelot, c'est pire qu'à Jéricho. Elle chante le poids de l'histoire, du silence, le deuil de ses frères, les couloirs de prison où elle visita son père pendant 10 ans. Elle révèle dans un entretien qu'elle avait réussi à faire l'impasse totale sur l'histoire de son père en 66. Un vrai tour de force, dit-elle, une omission terrible, formidable, je me cachais. Cela étant, j'ai pu dire sans mentir que j'avais une enfance très protégée. J'étais une petite fille avec un tablier à volant à qui on chantait des chansons, qui avait sa balançoire, son jardin, ses 2 frères. Et puis âgée de 8 ans de plus que sa sœur, elle avait eu le temps de connaître son père, de l'aimer. Quand en 48, c'est le moment du procès, elle a 14 ans, elle est mise en quarantaine à l'école. Elle dit en entretien plus tard, ok, mon père était un traître, je vous emmerde, je serai prix d'excellence. Elle a été prix d'excellence. Et quand il sort de prison, 10 ans plus tard, elle est surtout heureuse de retrouver son papa. Elle n'a pas envie de lui poser de questions. Il vient l'écouter à ses premiers concerts. Et ensuite, c'est trop tard. Il meurt en 63. Alors, ce qui me trouble aussi, c'est qu'elles disent combien ces fabulettes ont été nourries de cette enfance-là, de cette famille-là, avec ce père-là, malgré la honte. Dans Les Rescapés des fabulettes, dont je parlais tout à l'heure, elle dit « Finalement, quand j'y repense, nous voici quittes à présent. Si j'ai enchanté leur enfance, la mienne était cachée dedans. » Anne Sylvestre, c'est pour moi un bel exemple d'audace et de finesse, de détermination et de coup de gueule, mais aussi de résilience. Alors, une figure inspirante pour l'éducation? Oui, finalement, oui, je n'ai plus aucun doute. Par sa pertinence, son impertinence aussi, ses failles. C'est une figure inspirante pour le travail d'éducation pour tous parents, enseignants, qui partageront ces mots intelligents et justes aux enfants qui leur sont confiés. Une figure inspirante pour tout travail d'auto-éducation de tout adulte, par son audace, sa manière de se laisser toucher par les problèmes du monde, de partager son indignation, de prendre le temps avant de parler. Je vous remercie de votre attention.